Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je dis bonsoir en particulier aux demoiselles qui m'ont à nouveau félicité pour le maintien de leur désignation. Donc, contre vents et marées, je continuerai à les saluer. Merci beaucoup. Je voudrais vous présenter mes excuses parce que lors de la dernière émission avec Serge Tali, il y avait tellement d'émotions que j'ai oublié de vous dire au revoir. Donc, cette fois-là, je ne manquerai pas. Et puis, j'ai omis également de vous dire que les ouvrages que nous chroniquons à la fin de cette émission sont en vente à la Librairie Antillaise, qui est notre partenaire. Donc, n'oubliez pas, précipitez-vous dès que vous avez noté les références, ils vous attendent et ils seront aux petits soins avec vous. Alors, je continue ma tournée des gens qui sont appelés régulièrement par ceux qui définissent l'avenir de cette île pour porter la bonne parole. Pour moi, ce sont des gens qui sont des fondements de notre société. Et mon invité aujourd'hui, plus qu'un fondement, c'est un pilier majeur, même s'il est discret, même si il ne fait pas la une des journaux, des médias tous les jours. Enfin, nous, on souhaiterait qu'il s'exprime davantage. Et c'est pour ça que je le remercie. André Lucrèce, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, avec plaisir. Merci de contribuer depuis de très longues années à nous expliquer comment cette société fonctionne. Ce soir, on va essayer d'être à la fois très didactique, très concret, c'est ce qu'on essaie de faire dans cette émission, et en même temps, à prendre un peu de hauteur, parce que bon, l'actualité nous bouscule de manière incessante. Alors, je vais quand même vous présenter, parce que bon, on ne sait pas vraiment ce que vous êtes. Hein. Donc, je fais une litanie de définitions ou de repérage dans votre carrière. Vous êtes d'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes d'abord un poète. Les mots, et on connaît la valeur des mots dans notre société, et la transmission de cette transformation des vocables. C'est tout un art et vous êtes d'abord un poète, mais vous êtes surtout un sociologue, vous êtes docteur en sociologie, vous êtes écrivain, vous êtes un homme de théâtre également, et puis vous êtes surtout un militant de la pensée. Et un certain nombre de gens... Alors vous les appelez les gérants de la société avec un tout petit peu d'ironie. Les hommes politiques, les hommes de l'économie font appel à vous de temps en temps. Par exemple, vous et moi, on s'est croisés régulièrement pour porter la bonne parole aux futurs fonctionnaires d'État qui s'installent en Martinique. J'ai envie de tout de suite vous demander à quoi ça sert un sociologue ? Alors, ça dépend. Ça dépend, parce que moi, mon souci, et je pense que c'est la définition de celui qui s'intéresse et qui pratique la sociologie. Mon souci, c'est non pas d'émettre des opinions, mais d'étudier un certain nombre de phénomènes. Oui. C'est l'objet de la sociologie. Et à travers une discipline, si vous voulez, qui s'intitule la théorie critique. Et la théorie critique a pour but précisément d'analyser les tensions qui ont cours au sein d'une société. Et ça me permet de dire une chose et d'attaquer les choses très frontalement. Ouais. Dès le début de l'émission, d'ailleurs. Oui, parce que je suis, et je ne suis pas le seul, nous sommes assez déçus, si vous voulez. On atteint, en tout cas moi j'atteins un âge qui annonce une fin de carrière. Enfin, je veux dire, on va continuer tant que je pourrai à pratiquer la sociologie, mais on aurait aimé voir une descendance, si vous voulez, des gens qui viennent... Un relais, et qui continuent précisément de faire ce travail qu'on a essayé de faire. Quand vous dites « on », vous y mettez qui ? Vous mettez dans la barre quels sont les autres noms que vous auriez aimé ce soir
accompagner ou nous identifier comme faisant ou composant ce on? Alors écoutez, c'est très réduit. Hein. J'ai bien l'impression. C'est très très réduit parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui confondent précisément la pratique de la sociologie et la pratique de l'opinion. En fait, des sociologues en herbe, il y en a des tonnes, c'est ça? Oui. Alors en plus, c'est extrêmement curieux parce que il y a des gens qui ont touché un petit peu à la sociologie et qui se disent sociologues. Ouais. Et de ce point de vue, ça n'est pas au fond acceptable. Alors laissons-les de côté pour l'instant et faisons focus sur les gens que vous considérez être aujourd'hui des hommes de l'art. Alors, ou des femmes de l'art plutôt. Oui, alors il y a d'abord un des sociologues extrêmement sérieux avec qui d'ailleurs je travaille. C'est Louis-Félix Osier-Lafontaine, tout à fait. Bien entendu. Il y a des gens comme William Roll, qui sont des gens très, très sérieux, mais en dehors de ça, si vous voulez, il y a ou bien une pratique de l'opinion, ou alors une sorte finalement d'usurpation, en quelque sorte. Hein. Mais les médias sont tellement avides de ce genre d'avis, d'expertise, qu'ils prennent ce qui passe à proximité. Et ça, vous le regrettez. Non, ils prennent tout. Et vous êtes gentil. Tout et n'importe quoi. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un non-dit là-dessus. Oui, enfin, ils prennent le tout venant, quoi. Ouais. Et la grande erreur des médias, et je le dis avec beaucoup de gravité, hein, ce que je dis là. Je ne suis pas là pour critiquer. D'ailleurs, en général, je combats, j'ai déjà répété cette phrase, je combats toujours les idées nécrosées et jamais les individus. Hein, les individus ne m'intéressent pas. Leur vie, ça ne m'intéresse pas. Je m'intéresse à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font, à ce qu'ils écrivent, etc. Et donc, de ce point de vue, pardon, c'est très regrettable parce que notre pays a besoin d'analyse. Et la grande confusion, en particulier des médias, et je leur fais ce reproche-là, c'est j'ai presque envie de dire, c'est de n'avoir pas lu Sartre. Parce que Sartre est l'une des personnes qui fait la différence, hein, et c'est fondamental. On ne peut pas être un sociologue si on n'est pas un intellectuel. Ah oui, et la grande confusion, que justement Sartre ne fait pas, c'est de confondre des gens qui sont des praticiens, c'est-à-dire des spécialistes de la pratique diverses et variées, et qui ne sont en rien des intellectuels. L'intellectuel, c'est celui qui, précisément, a la capacité d'analyse parce qu'il est capable de conceptualiser. Il est capable, si vous voulez, de rentrer précisément dans la chair même de la société et de l'analyser. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on passe de l'observation, ne serait-ce que, par exemple, moi je suis bien placé, ceux qui comptent le nombre de gens qui ont une opinion dans la société à travers un sondage, donc de partir, ou une enquête, de partir de cette observation et de prendre de la hauteur, de la conceptualiser, et c'est là qu'intervient le sociologue, en fait. Voilà, tout à fait. Donc les sondeurs ne sont pas des sociologues. Ce sont des techniciens. Ce sont des techniciens. C'est ce que vous appelez des techniciens. C'est ce que j'appelle des techniciens avec Sartre. Mais est-ce que cette société dans laquelle nous sommes, et on aura largement le temps d'analyser ces composantes, est-ce qu'elle n'est pas hostile à l'idée même d'intellectuel? Mais ça, ceux qui y sont hostiles, ça c'est leur problème. Ouais. Le problème, mais la société dans son ensemble. Je me tourne. Non. Non, alors là, vous vous trompez. Non, mais c'est une question. Oui, parce que quand on observe les comportements sur la lecture, sur la réflexion, sur l'attractivité, par exemple, vous le disiez d'ailleurs, vous dites, mais je comprends parfaitement qu'il n'y ait que 50 personnes qui défilent pour manifester contre la violence inhérente à nos sociétés parce qu'ils n'ont pas réfléchi, etc. Le nombre de décrocheurs dans l'éducation nationale. On n'a pas l'impression, contrairement à ce qu'on aurait pu penser dans les années 60-70, qu'une société telle qu'elle existe aujourd'hui a un appétit pour l'intellect.
Est-ce que vous faites la même observation? Alors, bien entendu, aucune société ne peut créer un peuple ou une population qui a un appétit, où tout le monde aurait un appétit, évidemment, dévorant, pour l'intellectualité. Mais ça n'existe pas. Il a existé des sociétés qui ont mis l'intellectuel sur un piédestal. Absolument. Bon, ne remontons pas jusqu'à la Grèce ou à Rome, mais ça a existé. Mais absolument. Y compris la nôtre, dans les années 50-60, quand nos parents nous disaient écoute, ça c'est l'avenir, et en montrant et en stigmatisant ce qu'il était moins, c'était déjà ça en fait. Bien sûr. Alors je voudrais répondre par deux choses à votre question, parce que c'est une question fondamentale. Est-ce que les gens apprécient? Oui. Parce que quand je les croise, ils me disent, Monsieur Lucrèce, heureusement que vous êtes là. D'accord. Heureusement que vous nous avez expliqué telle et telle chose sur tel et tel sujet. Et c'est fondamental qu'on puisse avoir cette compréhension. La deuxième chose que je vais ajouter, c'est que, et c'est ça qui me navre aujourd'hui, c'est que je le dis très clairement, je pense que notre société martiniquaise est en pleine dégénérescence. Alors, vous m'enlevez les mots de la bouche, on va y venir tout à l'heure. Elle est en pleine dégénérescence. Et ce qui se passe, et c'est symptomatique, vous savez, le plus grand marqueur, c'est s'il existe ou pas une revue. Vous disiez ça, je l'ai lu en préparant cette émission, quand on est une société qui flamboie et qui intellectuellement et qui va bien, il y a pléthore de revues. Une fois que ça va mal, il n'y a plus de revues. Et là, on est en plein dedans, en fait. Exactement. Aujourd'hui, nous n'avons aucune revue. Alors, précisons pour ceux qui nous écoutent qu'une revue est une espèce de magazine, de journal qui recueille un certain nombre de textes, de contributions intellectuelles écrites d'acteurs de la société. Tout à fait. Qui réfléchissent. Et avec un comité de rédaction, voilà. Avec des rédacteurs qui sont précisément, si c'est une revue de bon niveau, qui sont précisément des intellectuels. Tout à fait. Et pour vous, la revue des revues de la sphère antillaise, ça a été Tropique. Bien sûr. Alors, sur ça, j'ai quelques petites surprises pour vous, mais on y reviendra. Bien sûr. Donc, Tropique, c'est le haut niveau. Voilà. D'ailleurs, vous avez commis un ouvrage extrêmement intéressant dessus, qu'on citera tout à l'heure. Vous dites, presque de manière systématique, les sociétés antillo-guyanaises, enfin les sociétés caribéennes de manière générale, et plus particulièrement les sociétés francophones, sont malades. Et vous dites, par exemple, sur la nôtre, notre société martiniquaise, elle connaît une dégénérescence en matière de civilisation des mœurs en particulier. Alors le mot, il est récurrent. Vous êtes un décliniste farouche dans l'observation du fonctionnement de notre société. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples qui illustrent cette dégénérescence? Et puis deux, c'est quoi les causes avant qu'on imagine des remèdes? C'est quoi les causes? Eh bien, écoutez, d'abord, en ce qui concerne l'intellectualité, enfin la pratique intellectuelle, la preuve, c'est l'apparition ou la disparition des revues. Hein. Ouais. Et en particulier, alors il m'est arrivé, la CTM a organisé on va pas dire un salon du livre l'an dernier, mais disons des journées du livre. Mais vous avez été le patron du premier salon du livre. Tout à fait. Grand moment, on va dire, d'effervescence intellectuelle. Tout à fait. Et qui a eu un succès public intéressant. Absolument. Et donc, les gens qui organisaient, donc, avec la CTM, donc, ces journées littéraires, m'ont demandé si je pouvais présenter une histoire des revues à la Martinique. Et ce que j'ai fait, et qui m'a montré qu'au fond, je suis parti de Bicêtre. Parce que Bicêtre a monté une revue. Donc ça c'est le 19e siècle, les années 1800. Qui s'appelait la Revue des colonies. Et puis ensuite,
Il y a une revue absolument extraordinaire, c'est tout simplement Légitime Défense. Oui, Légitime Défense, publiée, donc, dont une édition nouvelle est publiée. Alors, je vous la recommande. Je l'ai présentée, je l'ai chroniquée ici. Alors, c'est un petit bouquin rouge. Tout à fait. Qui s'appelle Légitime Défense, publié par des intellectuels des années 30, en fait. Tout à fait, des années 30. Alors, je vous laisse continuer, et qui est fondamentale, il faut la lire. Et qui sortait avec une autre revue en même temps, là, dans la même année, c'était en 1931, la Revue du Monde Noir. Oui, tout à fait. Dirigée par une femme. Et c'est ça qui était Vous pouvez la citer. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire que nous avions là un bouillonnement. Alors c'est vrai que ce bouillonnement, on partait de Paris. Ouais. Derrière, il y a les sœurs Nardal. Hein. Les sœurs Nardal, qui tenaient salon d'ailleurs, chez elles, dans la banlieue parisienne. Et là, vous aviez pléthore d'intellectuels, rencontres avec les Haïtiens, avec les Noirs américains, etc. Et là, il y avait de la vie. Et cette vie a été continuée par Tropique. C'est ça qui est extrêmement important. Et Tropique, là, nous sommes dans les années 40. Après, qu'est-ce qui se passe? Donc l'absence de revue, c'est déjà le signe d'une descente aux enfers intellectuels. Oui, mais je veux parler de la présence des revues. Oui. Parce que qu'est-ce qui se passe après les années 40 et après Tropique? Eh bien, on a d'abord la revue de Glissant, Acoma, où j'ai contribué. En 71, vous écrivez un texte fondateur. Absolument. Et je commence justement à contribuer à pratiquement toutes les revues qui vont apparaître. Tout à fait. Ensuite, la revue Carbet. Exact. Dont je suis le fondateur avec un certain nombre d'amis et d'intellectuels en particulier. Et puis la revue Archipelago qui se voulait justement caribéenne. Et voilà que... Puis après, il y a eu des tentatives de Jean-Marc Rosier avec des revues mais qui n'ont pas tenu. Et là, ça montre justement déjà le déclin. Et c'est ça qui est grave. Parce que ça veut dire tout simplement une chose... Ça veut dire qu'au fond, il n'y a pas suffisamment de vie intellectuelle pour que la nécessité de la revue puisse émerger. Donc quand vous regardez une société, vous dites d'abord, dites-moi qui pense ici. Bien sûr. Et je vous dirai dans quel état est votre société. Oui, parce que précisément... La théorie critique dont je parlais tout à l'heure permet à la société de se regarder dans un miroir. Alors, dites-nous-en un peu plus sur cette théorie critique. Oui, c'est pour les jeunes que ça intéresserait, qui nous regardent. D'abord, ça a été une expression qui a été utilisée par les philosophes de Francfort, en Allemagne, et qui a été reprise par quelqu'un pour laquelle j'ai la plus grande considération. Il y a deux personnes, je voudrais les nommer tout à l'heure, pour laquelle j'ai la plus grande considération, c'est René Ménil. Oui. René pratiquait précisément la théorie critique. Et surtout, et y compris sur la culture. Et ça manque aussi. Alors qu'aujourd'hui, nous avons pléthore en matière, par exemple, de musique, il n'y a pas de réflexion sur la musique martiniquaise. Nous avons tenté de le faire, parce que je suis aussi rédacteur en chef de la Revue du Patrimoine, vous ne l'avez pas dit, mais... Cahier du patrimoine, je vais y venir, ne vous inquiétez pas. Mais nous avons tenté de le faire et nous avons sorti 2 numéros. Sur la musique. Sur la musique. Et nous avons montré cette richesse que nous avons aujourd'hui, qui est absolument extraordinaire. Le Monde écrit un article et dit « La Martinique, c'est le pays des pianistes ». Vous vous rendez compte ? Et je les ai comptés. Nous avons une trentaine de pianistes qui sont absolument merveilleux. Et donc, il faut une réflexion sur tout ça. Une société n'avance pas si elle ne se regarde pas. Et c'est pour ça que j'ai commencé par l'idée d'intellectualité, parce que c'est l'intellectuel précisément qui lui permet de se regarder. Il n'est pas le seul. On a besoin aussi des techniciens, etc. Mais la réflexion doit être intellectualisée. Cette mise en avant de l'intellectuel et puis ce cri d'alarme, parce que vous dites mais sauvez-les quoi, ou incitez-les à réfléchir, à se développer, à s'exprimer. Le message, vous l'envoyez à qui? Vous l'adressez à qui principalement? Je l'adresse d'une manière générale au peuple martiniquais. Et c'est pour ça que je répondais là tout à l'heure. Ne croyez pas que les gens ne soient pas vigilants sur un certain nombre de choses. Conscients. Ils sont
conscients qu'il y a des avancées, qu'il y a des stagnations, et ils le disent. Alors, allons plus loin. Poursuivons. Là, vous avez clairement indiqué l'un des manques qui traduit la dégénérescence, enfin qui la signale. Mais il y en a d'autres. Si on vous dit, qu'est-ce qui prouve que cette société, comme vous le croyez, comme vous l'exprimez, connaît une dégénérescence, notamment en matière de civilisation des mœurs, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Oui, bien sûr. D'abord, je voulais dire que ce sont justement ces manques ou ces déviations qui, précisément, provoquent les tensions que nous avons aujourd'hui dans la société. Et qu'est-ce que l'opinion martiniquaise, vous êtes vous-même quelqu'un qui sonde l'opinion, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'opinion martiniquaise? Qu'il y a 4 problèmes fondamentaux à la Martinique. Lesquels? Le premier problème, et qui est celui, d'ailleurs, je commence par ça parce que c'est l'un des plus graves, c'est la catastrophe sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Là, vous parlez du chlordécone. Je parle du chlordécone, je parle aussi de l'état de notre CHU, je parle aussi le manque de médecins qu'il y a. Il faut bien en être conscient. Le fameux désert médical. Un désert médical. Oui, dans de nombreuses spécialités. Et je pourrais prendre de multiples exemples. Est-ce que le focus sur le chlordécone, est-ce qu'on peut l'élargir à l'ensemble des pesticides? Parce qu'on a l'impression que c'est l'arbre qui cache la forêt, alors qu'il y en a des dizaines qui ont massacré le... Vous avez tout à fait raison, mais ça montre aussi que vous avez bien lu mon texte. Oui, le texte est paru. Parce que effectivement, il y a toute une série de perturbateurs endocriniens tout à fait. Et qui touchent donc les gens dans leur chair. Ouais. Alors, le chlordécone, c'est le plus grand scandale parce que ça a évidemment à la fois sali notre terre, notre mer et nos rivières. Et donc, ça, c'est quelque chose d'absolument abominable. Plus les interconnexions étatiques, ministérielles, etc. Bien sûr. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à ma connaissance, en tout cas, telle que j'analyse les choses, c'est le danger que représente la corruption. Alors ça vous savez ce que ça m'a valu comme lynchage médiatique, mais vous prenez un risque fabuleux là d'aller chercher comme cause fondamentale de la dégénérescence la corruption. Alors moi, quand j'en parle, les gens me disent c'est la tarte à la crème, ça revient tout le temps, mais que quelqu'un comme vous, moi j'ai été très étonné après votre conférence récente à Shellcher, où vous avez dit, mais l'un des piliers du mal qui ronge la Martinique, c'est la corruption. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, je ne sais pas si, Eddy Maringeau, vous avez eu le temps de regarder votre appareil, votre smartphone, mais je vous ai envoyé une vidéo où il y a un homme, un Français, qui vit au Danemark. Ouais. Il fait l'éloge du Danemark. Et la première chose qu'il commence par dire, il dit « Je vis dans ce pays, je suis heureux pour telle et telle raison. » Et la première raison, il dit « Je suis dans un pays où il n'y a pas de corruption. Où la corruption n'existe pas. » Et il fait l'apanage des pays nordiques en général. En sachant que, il y a quand même quelques petits soucis avec une banque danoise qui a blanchi des tonnes et tonnes d'argent. Mais effectivement, Transparency International, qui est une organisation non gouvernementale qui est réputée, et qui vient d'ailleurs, alors c'est intéressant, qui vient d'ailleurs d'obtenir son agrément comme, on va dire, association pouvant porter plainte auprès de la justice, du nouveau ministre de la Justice, Dupond-Moretti, ce qui était un geste très attendu. Et Transparency classe le Danemark, la Finlande, la Suède et la Norvège parmi les États les moins corrompus du monde. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui travaille avec la justice. Je veux dire que je ne participe pas à l'institution judiciaire. Donc je n'ai pas à juger de qui que ce soit. C'est pas ça le problème.
Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'affaires qui apparaissent, qui sortent, et en réalité, qui ne sont jamais jugées. Et c'est ça, en même temps, que ressentent les Martiniquais. Ils se disent, mais pourquoi ces affaires, par exemple, prenons un exemple, l'affaire du Sérégmiac, qui nous a touchés de très près, parce que ça touchait quand même l'université. Le cœur de la réflexion et de l'enseignement. Bien sûr. Et surtout nos jeunes. Et surtout nos jeunes. Mais pourquoi cette affaire est là encore comme on dit, pourquoi ça ne prospère pas? Et ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Et c'est ça que les gens, justement, disent. Les gens le disent, et ils le disent tous les jours. Et il y en a de multiples, des affaires. Alors, le troisième élément... Ça, c'est un deuxième, le troisième? Le troisième élément est un élément, lui aussi, extrêmement important. Les gens ont le sentiment de deux poids, deux mesures. Ils ont le sentiment profond d'une injustice. L'injustice. Aujourd'hui, ils disent tous les Martiniquais ne sont pas traités de la même manière. Et ils le ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Je pourrais prendre des tas d'exemples. Moi, j'en ai noté quelques-uns. Ne serait-ce que sur la simple question de l'usage du rivage. Et donc, vous avez le problème de l'îlet La Drogue, l'îlet Oscar, avec la grève de la faim du capitaine Mongin. Ensuite, vous avez le Capest. Vous avez ce qui se passe à Fond-Larion, le passage qui n'est pas possible. Vous avez toute une série de lieux où les gens se rendent compte que finalement, le rivage a été privatisé. Et c'est inadmissible parce que s'il y a un pays, justement, qui a prévu que ce rivage ne doit pas être privatisé, c'est précisément la France. La France met un principe. Il y a les 50 pas du roi, qui deviennent après les 50 pas géométriques, sur lesquels il ne doit y avoir aucune construction. Vous êtes déjà allé vous promener sur le rivage martiniquais pour voir cela? Mais c'est absolument incroyable. Et le problème, en plus, et c'est pour ça que j'ai parlé du roi Mongin tout à l'heure, parce que il n'est pas seulement, donc, comment vous l'avez appelé, capitaine, mais c'est le roi Mongin. Le roi Mongin. Il a été obligé, finalement, pour continuer son activité, de faire une grève de la faim. Mais il ne l'a pas faite parce qu'on lui disait qu'il n'était pas finalement en règle avec la loi. Il l'a faite parce qu'il considérait qu'à côté de lui, il y avait quelqu'un qui faisait la même chose, selon lui, et qu'on n'embêtait pas. Et cette espèce de deux poids, deux mesures est constamment répétée. Une société sans justice est une société qui provoque le désordre. Ou sacralisant l'injustice. Sacralisant l'injustice, si vous voulez. Sacralisant. Et justement, cette notion de sacralisation, si on devait sacraliser quelque chose, mais c'est bien la justice qu'on devrait sacraliser. Et c'est ça que les gens ressentent. C'est souvent au cœur on va dire, des réflexions, voire des protestations, des perturbations qu'on a ces temps-ci dans l'actualité. Il manque la quatrième. Il manque le quatrième pilier. Ben écoutez, chaque fois que j'entends autour de moi et que j'entends un certain nombre d'affaires, etc., c'est le problème de la sécurité. Les gens se considèrent aujourd'hui qu'il y a à la Martinique un problème de sécurité. Nous ne sommes pas les seuls. Il ne faut pas non plus qu'on croit que nous avons finalement toutes les tares du monde. C'est en France aussi. À l'heure actuelle, on s'attaque directement aux maires, on les secoue, on les bat, ou nos voisins caribéens. Chez nos voisins caribéens. En Jamaïque ou à Trinidad, le couvre-feu, les centaines de morts chaque année. Voilà. Mais il n'empêche, si vous voulez, que nous n'avons jamais été dans cette situation là. Et les 4 éléments que je vous ai donnés, finalement, ils se renvoient l'un à l'autre. Et c'est là où, précisément, il y a ce sentiment aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Alors, j'ai l'impression, après avoir relu, réfléchi sur tout ça, qu'il y a un mot que vous utilisez souvent,
qui est le mot désordre. Oui. Vous dites même que, alors je vais relire mes notes, mais vous dites il y a une problématique majeure du désordre des sociétés antillaises ou de la société antillaise. Oui. Et ce désordre est historique. Enfin, oui. Il y a eu des influences multiples, des changements multiples. On a vécu dans une espèce de chambardement permanent. Mais ce désordre, il s'est inscrit dans notre façon de fonctionner. Tout à fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, il se retrouve aussi, et quand je parle justement d'insécurité, nous parlons tout de suite, il y a un mot qui vient, c'est la violence. Oui, voilà, alors j'allais vous en parler. Parce que le lien est évident. Et la violence est y compris dans dans la circulation même automobile ou motomobile. Vous comprenez, ça c'est quelque chose qui est absolument inouï. Les gens ressentent ça profondément. Ouais. Alors il y a une dénommée Joël Kabil qui a chroniqué un de vos ouvrages, qui est un ouvrage puissant, qui est Souffrance et jouissance aux Antilles. Tout à fait. Et elle dit à un moment, il y a, au-delà de la simplification, elle s'excuse de la simplification, elle dit la réflexion de l'auteur peut être définie en 3 axes, et vous allez me dire si vous êtes d'accord. Moi, je suis d'accord. Hein. Le désordre des sociétés antillaises, et l'une des illustrations, c'est l'errance que vous renvoyez au marronnage, etc. On va rentrer dans les détails. Alors, le mot que j'allais aborder, mais vous l'avez prononcé bien avant moi, c'est le rapport entre la violence et la modernité. Et vous êtes un sociologue de la modernité. Et puis, une réflexion entre la modernité et l'identité antillaise. Alors là encore, on va y revenir. Mais qu'est-ce qui est la cause de tout ça, finalement? Parce que là, c'est le constat. Ce qu'on a vu, d'ailleurs. Et ça renvoie systématiquement au rôle de l'État. Hein. Vous avez pris les 4 piliers, mais chaque fois, on retrouve la responsabilité de l'État, du pouvoir central. Qu'est-ce qui est la cause de ça? D'où ça vient, ça? Alors, je suis partiellement d'accord avec vous à propos de ce que vous venez de dire. Pourquoi? Sur les 3 axes. Non, pas sur les 3 axes. Les 3 axes, nous sommes tout à fait d'accord. Non, dans ce que vous venez de dire, c'est la faute de l'État. Non, je disais, on trouve chaque fois dans les 4 piliers la présence réelle ou imaginaire de l'État. Tout à fait. On se dit, mais ça, la question c'est que fait l'État? Dit comme ça, D'ailleurs, vous le dites. Hein. Oui, à plusieurs reprises, vous dites, mais tout à fait. Et dit comme ça, je suis tout à fait d'accord. D'accord. Pourquoi je voulais faire une petite rectification? C'est parce que je pense que l'origine de tout cela est à la fois exogène, et c'est là que l'État intervient, et en même temps endogène. Nous sommes beaucoup responsables de ça. Absolument. Exogène, j'ai récemment lu dans un article du Monde une réflexion du président de la République. Et qui dit ceci. Il dit, c'était en fait, le titre de l'article du Monde, c'était le président de la République veut reprendre la main sur les Outre-mer. Hein? Ouais. Bon. Et il dit, je suis parfaitement lucide sur ce que nos compatriotes ultramarins nous ont dit à travers les élections européennes. Première phrase. Ensuite, il dit, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils ne nous disent pas, tout va très bien, Madame la Marquise. Ils nous disent que nous n'avons pas réussi dans les Outre-mer. Ouais. Voilà. L'échec de la politique de l'État. Voilà. Donc, il y a donc là un réel problème. Je ne suis pas le seul à le voir. La preuve, c'est parce qu'évidemment, il a des informations, il lise et aussi, j'aurais la modestie de dire qu'il me lise aussi. Bon. Il vous écoute, à mon avis. Il vous écoute. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est un diagnostic. Effectivement, là, il y a un problème réel. Mais pourquoi je disais que c'est à la fois aussi endogène, et c'était extrêmement important, parce que nous avons généré des choses. Nous avons généré des choses qui sont absolument inadmissibles.
C'est-à-dire que, par exemple, le fait de ne pas se présenter à son travail et puis de prétendre, par exemple, être payé. Mais dans quel pays on n'a jamais vu ça? C'est incroyable. L'usage qui est fait, par exemple, du droit de retrait. Ouais. Mais si vous faites... Vous allez vous faire plein de copains, là. Écoutez... mais on est là pour ça, on est là pour ça. Si vous êtes en grève, et je suis tout à fait respectueux du droit de grève, je l'ai même défendu, j'ai même appuyé. Vous avez milité. Bon. Pour le droit de grève, mais c'est tout à fait respectable. Mais quand vous prenez des prétextes pour être payé, à la fois pour ne pas travailler, pour être payé en même temps, en vous cachant derrière le droit de retrait, mais c'est pas admissible. Ouais. Voilà un exemple que je prends. Mais la manière aussi de circuler avec cette violence. Vous savez, bon, je suis quelqu'un qui est souvent gêné lorsqu'on me fait des compliments. Mais il y a une pratique là, je crois donc, comment dirais-je, au centre culturel de Trinité, de faire quelque chose qui s'appelle conversation à la Corée de l'Obscur, où ils reçoivent quelqu'un et ils font un peu le bilan donc de ce que, si c'est un écrivain, ce qu'il a produit, ce qu'il a. Et il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a dit, moi je remercie M. Lucrèce d'avoir conceptualisé la notion de société énervée. Ouais. Bon. Et donc, ça fait très longtemps que j'ai dit ça. Bon. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que non seulement c'est une société énervée, mais qu'il y a aussi des accès de rage. Ouais, ça va plus loin. Et ça va donc plus loin. Et donc c'est ça, c'est cet ensemble-là que je lis à travers la société et qui me fait donc dire ces choses avec gravité. Ce qui est intéressant, c'est cette espèce de rapport immédiat que vous avez avec votre proximité, les gens, donc vous en tirez un certain nombre d'enseignements, mais surtout, vous avez réponse presque à tout, parce qu'il y a un journaliste qui vous dit, mais pourquoi les gens ne descendent pas dans les rues, pourquoi ils ne réagissent pas? Alors je vais vous citer, vous dites, la réponse est simple, pour que les gens s'impliquent massivement, il faudrait qu'il y ait une confiance dans l'espace public en tant que citoyen. Alors moi j'ai interprété, je me suis dit, ça veut probablement dire que les gens n'ont plus confiance dans les institutions et en particulier, et on va revenir aux 4 piliers dont vous parliez, dans la justice. Parce que si quelqu'un se met à dénoncer les choses, il n'est pas du tout sûr qu'il soit protégé par la justice face à ceux dont il a dérangé les intérêts. Donc les gens se disent, moi, ma carrière, c'est bon quand même, et puis ils se désengagent, quoi. Donc est-ce que ça passe par un renouvellement de l'image et de la place de la justice et des institutions de manière générale dans la société? Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai lu récemment avec attention l'article, je pense que vous l'avez lu aussi, du président général, le magistrat général de la cour d'appel. La cour d'appel, oui. C'est procureur général. Voilà. Ouais. Et il a lui-même noté cela, que le sentiment aujourd'hui est un sentiment de manque de confiance dans la justice. Et même de protection. Et parfaitement, et de protection. Ouais. Et de protection. Et là, c'était très curieux parce que les mêmes reproches que nous faisons à cette justice, enfin que les gens, donc, dans l'opinion des gens, se fait donc vis-à-vis de la justice ici à la Martinique, c'est ces mêmes reproches que l'on retrouve là-bas dans l'Hexagone. Oui, tout à fait. Et donc les gens sont, si vous voulez, parfaitement conscients de cette chose-là. Mais je voulais revenir aussi sur ce que... D'ailleurs, vous condamnez, allez-y, mais j'en profite, vous condamnez, vous parliez de société énervée et puis de société qui glisse doucement mais sûrement vers la rage,
Mais vous dites très clairement, aucune société civilisée, et vous aimez ce mot de civilisation, aucune société civilisée ne peut s'accommoder de la violence ni d'aucun moyen pulsionnel de se faire valoir. Bien sûr. Et ça, c'est une condamnation très claire. Bien sûr. Mais là, c'est pas exogène, c'est nous-mêmes. Oui, c'est nous-mêmes. Ouais. C'est nous-mêmes. Et ça, c'est très important. Et je voulais revenir sur un point qui va d'ailleurs enrichir la présentation que vous avez faite de mon itinéraire. J'ai été aux côtés des ouvriers de la banane en 1974. J'ai été pour deux raisons. D'abord parce que je travaillais sur ma thèse à cette époque-là et je voulais savoir exactement quel était l'effet du système scolaire sur des gens qui ont choisi, enfin, qui ont été donc objectivement et certainement qui ont fait ce choix par défaut peut-être, mais en tout cas qui ont choisi de travailler dans la banane. Alors rappelons quand même le titre, parce qu'il y a des gens qui notent, c'est Civilisé et énergumène. Tout à fait. De l'enseignement aux Antilles. Donc ça a été publié aux éditions caribéennes à l'Harmattan en 81. Tout à fait. On peut encore le trouver, on peut le commander. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors. Et donc, j'étais à leur côté. Mais c'est des gens qui avaient une rigueur morale. C'est ça que je veux vous dire. Ce sont des gens qui sont entrés en grève. C'était des gens qui touchaient des sommes, mais vraiment. D'ailleurs, la grève leur a permis de faire un bond dans les salaires qui a été un bond considérable. Mais c'était des gens, si vous voulez, qui avaient une éthique et une morale absolument, vraiment remarquable. C'est ça que je veux dire. Je veux dire qu'il me semble que nous avons perdu ça aussi. C'est parti. Nous avons perdu ça aussi. Et il faut retrouver cela. Alors, il y a un texte qui est fondateur sur ça. Vous voyez, c'est comme si vous aviez préparé l'émission. Il y a un texte qui est fondateur, qui a été publié dans le monde diplomatique en 1995, qui s'appelle « Jeune, l'angoisse d'une vie tronquée ». Et vous dites, ce que vous venez d'affirmer, et dans le texte, vous dites, on a balayé ces valeurs, mais c'est né en fait d'une espèce de rage d'une jeunesse qui est trompée, en fait. Voilà, c'est ça l'idée. On a fait une accélération dans plein de domaines en Martinique en termes de modernité, mais cette jeunesse, on lui a volé son rêve, en fait. Et alors, vous rappelez un événement. Alors là, c'était tout frais, mais on va le rappeler ce soir parce que les gens l'ont complètement oublié. Quand moi je dis aux gens qu'il y a eu des émeutes pendant le carnaval, ils me disent il n'y a jamais eu d'émeutes pendant le carnaval. Il y a eu des émeutes en 94 et la ville de Fort-de-France a souffert comme elle n'avait jamais souffert depuis très très longtemps. Bien sûr, ça a rappelé aux gens les émeutes de 59. Donc vous imaginez le décalage. Absolument. Et vous dites ça c'est un acte fondateur. Oui. Alors rappelez-nous, parce qu'il y a un lien avec avec les préoccupations d'aujourd'hui, cette jeunesse qui voit s'afficher une société de consommation à laquelle elle ne peut pas participer. Tout à fait. Et elle dit stop. Alors, mais je vais partir non pas de l'ancien, mais d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Les gens, je crois, et c'est aussi, ce sera aussi la même chose parce qu'on va aborder très probablement ce problème-là, la question de la jeunesse dans la rue aujourd'hui. Les rouges verts noirs. Les rouges verts noirs, on va y etc. venir. Mais c'est exactement la même chose. Ouais. Il y a toujours une lecture simpliste de ça. Et ça n'est jamais... Quand la jeunesse arrive à ce niveau-là, ce niveau de peut-être d'expression très dure, et cette conviction aussi très ferme, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Et contrairement à ce que les gens disent, si nous perdons aujourd'hui des jeunes, alors ils disent « Ah oui, mais c'est le chômage ». Mais c'est pas vrai du tout. Il y a des gens dont les parents disent « Mais écoute, mais tu sais, il y a un poste ici, tu peux venir, viens au contraire pendant les vacances, tu vas voir, on va donc contacter un certain nombre de personnes, etc. » Mais ces personnes, et en particulier des jeunes femmes, disent « Mais je ne peux pas vivre ici.
Je ne peux pas vivre ici parce que je ne peux pas sortir sans être interpellé, je ne peux pas sortir sans être brutalisé, je ne peux pas sortir si quelqu'un ne me siffle pas dans la rue, etc. Ne m'injurie pas, etc., etc. Et donc, c'est un exemple, évidemment, que je prends. Je prends un deuxième exemple. Quand vous avez subi ce que les jeunes et les moins jeunes, et je vais prendre les deux exemples, ont subi à Shellshare, 6 mois sans bus, 6 mois sans pouvoir se déplacer. Il y a un monsieur qui avait quasiment les larmes aux yeux, il dit, mais ça fait 9 mois que mon épouse a pris un rendez-vous avec un spécialiste des yeux. Et aujourd'hui, je peux pas l'amener donc à ce rendez-vous parce qu'il n'y a pas de bus. Alors ça, c'est pour ça. Mais les élèves, comment ils faisaient pour aller en classe? C'était du stop ou c'était à pied? Et donc, quand vous avez vécu ça, vous vous dites, mais ce pays, il y a quelque chose, donc c'est pas possible, je vais pas continuer. Si jamais j'ai mon bac, je vais faire mes études et puis je vais voir où je peux vivre. Et donc, c'est cette espèce, si vous voulez, de désordre caractérisé. Enfin, on va aller plus loin, c'est de l'atteinte à la liberté, tout simplement. Et en particulier, ça a été soulevé d'ailleurs à la liberté de circuler, tout à fait. Qui est mise en cause. Et donc, bien entendu, je compare ça avec un certain nombre de pays, et en particulier, je pense tout le temps, si vous voulez, à Cuba. À Cuba, oui, ça ne m'étonne pas, venant de vous. Et le décalage est très très net. Bien sûr. Je peux pas vous laisser. En particulier, écoutez, il faut dire aux gens qui fréquentent pas Cuba, je vois à 2 heures du matin, d'abord très tard, alors peut-être pas à 2 heures. Moi, je passe à Santiago, puisque nous avons été invités, vous savez, quand la Martinique a été invitée à Santiago. Tout à fait. Je sors vers, je sais pas, 11 heures du soir, etc. Et j'entends une dame très gentille qui est sur le pas de sa porte et qui me dit, faites attention, il y aura de l'orage. Vous voyez? Et puis, quand vous regardez autour, alors là, c'est à La Havane ou à Santiago où vous voulez, à 2 heures du matin, vous avez des gens qui passent à bicyclette. Des jeunes filles qui passent à bicyclette, sur leur bicyclette, et qui sont absolument tranquilles. C'est ça, précisément, que le Martiniquais recherche. C'est ça. Mais qu'il a perdu. Et c'est ça, précisément, l'antithèse du désordre. Mais ça, on a envie de vous demander à cause de quoi. On y a à peu près répondu, mais à cause de qui? Voilà, j'ai une petite citation qui est quand même sympathique. On rappelle que c'était en 95, mais c'est totalement d'actualité. Alors vous êtes super sévère avec les politiques quand même, hein, mais il y en a beaucoup qui vous invitent et qui veulent entendre votre parole. Vous disiez à l'époque, ces gérants de la société martiniquaise, vous imaginez, rêvent sans doute d'un citoyen moyen, sans culture critique, d'une démocratie bien réglée, sans accès, et d'une société atone. Mais ce sont les mêmes qui, depuis des années, ont appelé de leur vœu la modernité sans s'apercevoir qu'elle change les règles du jeu. Bien sûr. Elle modifie l'espace, elle modifie le temps, la communication entre les êtres, les mentalités et produit des aspirations nouvelles et des formes de nouvelles expressions culturelles. En clair, est-ce que cette espèce de choc de la modernité qui est arrivé... Alors moi, l'exemple que je cite le plus souvent, c'est qu'en 1982, on passait... au téléphone généralisé, mais en même temps, des gens allaient jeter dans les communes du Nord-Atlantique leurs tinettes au bord de la mer. Tout à fait. C'est ça le choc de la modernité. Oui. Okay, on recevait le téléx et en même temps, on avait ce type de rapport. Oui. Est-ce que c'est pas ça, le fait d'avoir réclamé à corps et à cri une Martinique qui se développe à marche forcée? Alors, je vous passe les exemples du téléphone portable qui est arrivé en 97 et que tout le monde a dû avoir, de l'Internet, etc. Et une société qui était encore empreinte de fondamentaux traditionnels. Oui, il y a de ça. Mais on peut quand même, et on doit, finalement, cheminer avec la modernité.
La modernité, le fait que nous ayons tous les deux un téléphone portable, bon, c'est pas une mauvaise chose, sauf que vous pouvez en faire une mauvaise chose. C'est devenu, il y a des dérives spectaculaires. Il y a des dérives. Ouais. Et ce sont ces dérives, précisément. C'est pour ça que je disais qu'il faut tamiser les choses. Il y a des choses que nous devons refuser. Il y a des modes d'être que nous ne sommes pas obligés d'accepter. Je prends un exemple dans un comment dirais-je, un cadre qui va peut-être vous surprendre, mais est-ce que nous sommes obligés, par exemple, parce que ça a aussi en plus créé un incident donc à Sainte-Anne il y a pas très longtemps, est-ce que nous sommes obligés de subir le nudisme? Oui. Est-ce que nous sommes un petit pays, est-ce que des gens, parce que attention, dans les grands pays, il y a des espaces réservés au nudisme. Tout à fait. Mais est-ce que nous sommes, par exemple, nous disons, bon, c'est fini, donc la morale de grand-mère, etc. Il y a deux personnes là qui sont là, toutes nues, etc., et qui font leurs affaires. Est-ce que nous sommes obligés de subir ça? Non. Nous avons le droit de dire non. Et pour tout, nous avons le droit aussi, si nous pensons profondément qu'il y a là un problème, d'interpeller la question de la 5G. Oui. Oui, déploiement nous avons ce droit-là. de la nouvelle technologie de télécommunication. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Tout ce qui est considéré comme progrès n'est pas toujours un progrès. Et cette espèce de rigorisme, entre guillemets, vous n'avez pas peur d'être classé comme ringard, passéiste, etc. Vous dites, il est nécessaire sur un petit territoire comme celui-là, avec des populations fragiles, d'investiguer chaque nouveauté, c'est ça? Oui, bien sûr, mais je ne suis pas le seul à le dire. Ouais. Vous savez comme moi que nous avons partiellement détruit cette planète. Oui. Et donc tout le monde se pose des questions, mais est-ce que ceci vaut cela? Et si nous avions réfléchi à ça, en tout cas ceux qui demandaient justement de prolonger l'usage du chlordécone, s'ils avaient réfléchi à ça, s'ils ne s'étaient pas posé la question, pourquoi ils ne se sont pas posé la question? Est-ce que ceci, finalement, d'accord, ça permet de résoudre le problème du charançon du bananier, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres effets? Il faut toujours se poser ces questions-là. D'ailleurs, l'arrêt... Et en bon égard, je ne pose que ces questions. Oui, tout à fait. En la matière, on pourrait dire que l'arrêt de l'usage massif des pesticides dans l'agriculture de la banane, même dans la banane, a permis le retour de la biodiversité. On voit à nouveau des papillons, on voit à nouveau des tissicis, etc. Ça veut dire qu'il y a eu un impact massif, quoi. Bien sûr. Et est-ce que pour autant, nous ne produisons pas de bananes? Eh oui. Et même plus. Et de meilleure qualité. Et de meilleure qualité. Ouais, tout à fait. Donc, alors, je voulais juste porter une petite précision. J'ai un très grand respect pour les politiques. Je voulais le dire, et je peux vous dire, c'est très bref ce que je dis, j'ai été reçu par tous les partis politiques. Tout à fait. Sans exception. Tous ceux qui sont là m'ont tous demandé à m'entendre. Mais vous êtes sévère. Vous êtes sévère, par exemple. Là, j'ai une citation. Vous dites « La politique n'a pas d'horizon. Le débat est toujours entre victimiser ou diaboliser la jeunesse. » C'est super sévère, ça. Et vous vous adressez à eux, hein. Oui, mais ça, c'était... C'était il y a longtemps. Non, je veux dire, c'était... Oui, dans un contexte. Oui, dans un contexte particulier. Mais j'en ai plein des comme ça. Vous leur dites, en fait... Je résume, et vous me direz si c'est vrai. Vous leur dites... Écoutez-nous, ça, et vous leur rendez hommage, vous le dites, ok, vous avez l'intelligence de nous écouter un tout petit peu, mais mettez en pratique. Et la mise en pratique, là, vous doutez, quoi. De la même manière que vous dites, je suis très triste qu'il n'y ait pas de relais dans votre profession, vous êtes très triste de ce que font les politiques avec vos suggestions. Oui, je pense qu'effectivement, il y a des choses que nous aurions pu faire et qui n'ont pas été faites. Quand votre ami Félix Osier-Lafontaine, Louis-Félix Osier-Lafontaine dit aux politiques, vous savez, il ne faut pas négliger
ni sous-estimer le problème des armes que possèdent les jeunes, les 16 000 et quelques jeunes dont vous pensez qu'ils sont désocialisés, etc. Je n'ai jamais entendu de réflexion globale avec tous les politiques en disant bon, on s'assoit et puis on parle de ce problème des armes. Vous, par exemple, vous dites l'usage des drogues par les politiques est totalement sous-estimé et que vous élargissez au pouvoir public. Moi, j'en ai des dizaines comme ça. Mais bien sûr. Mais je vais vous dire. Alors la question, c'est pourquoi ils le font pas? Parce que nous sommes en avance. Nous sommes allés trop vite. Non. Vous, les sociologues. Oui, nous, les sociologues, nous sommes en avance. Ouais. Je vous donne un exemple très simple. Vous savez, à un moment donné, nous nous sommes rendus compte, Louis-Félix Osier-Lafontaine et moi, de choses qui étaient absolument abominables. Abominables. Pourquoi? Parce que la savane avait été transformée et que la savane avait des lieux où finalement, j'ai envie de dire, l'incivilité, la délinquance, etc., trouvaient refuge. Des espaces de non-droit. Voilà. Ok, comme dans certaines cités. Et donc, nous avons donc, Louis-Félix et moi, en 92, fait un article dans France Antilles, drogue, violence, prostitution, oui. Cela suffit pour une exclamation. Il y a des gens, par gentillesse, je ne vais pas les citer, d'autant plus que ce sont des amis, ouais. Qui sont maires, qui disent, mais pourquoi André Louis-Félix parle de drogue, mais il n'y a pas de drogue à la Martinique C'est à Sainte-Lucie qu'il y a la drogue. Comme un certain préfet qui m'avait dit, monsieur, il n'y a pas d'armes de guerre. Oui, donc, et c'est à la Jamaïque qu'il y a la drogue. Et vous avez vu l'état aujourd'hui du pays? Et donc, c'était en 80, je pense que c'était pratiquement en 90. Ouais. Et donc, vous vous rendez compte, donc nous étions en avance sur la chose et nous attirions l'attention parce que c'est notre travail. Ce sont nos enquêtes. Mais la prostitution, aujourd'hui, elle est institutionnalisée. Oui, mais à l'époque, c'était des jeunes qui se prostituaient. Ouais. Y compris qui avec c'était des jeunes garçons. Oui, tout à fait. Y compris avec des hommes, des choses abominables qui nous revenaient. Et donc, nous avons dit non, mais c'est pas possible. Prostitution des jeunes femmes, évidemment. Et donc, ça commençait à sentir la pourriture de, si vous voulez, la dégénérescence dont on parle. Et c'est là où nous avons dit bon, mais on écrit un article et puis et c'est ça, et c'est aussi notre travail. Et la corruption dont vous parlez aujourd'hui, sur laquelle vous tirez à boulet rouge, c'est la petite sœur du blanchiment, etc., etc. Et c'est parce que moi j'ai envie de vous dire un peu par provocation. Vous dites, vous parliez des émeutes de 80, on y revient, 94, mais vous faites référence à la savane toujours dans la même période. Vous disiez tout cela ne peut, tout ce qu'on peut leur donner. Tout ce qu'on peut libérer comme énergie pendant la fête, parce qu'on va y revenir, cette notion permanente de fête dans nos sociétés, vous dites, elle est omniprésente, la fête, mais tout cela ne peut dissoudre l'angoisse d'une vie tronquée, ni faire oublier aux jeunes qui sont quotidiennement frustrés d'une consommation qui s'affiche en propre comme au figuré. Mais j'ai envie de vous dire, finalement, le calme est revenu, et les subsides de la drogue, Louis-Félix Osier-Lafontaine en parle, ont apporté les revenus qui manquaient à ces jeunes. Ils cassent plus de boutiques, ils gèrent le trafic de drogue qui est estimé ici en Martinique à 150 millions d'euros. Qu'est-ce que vous faites d'une société comme ça? Écoutez, il faut être lucide, ça c'est la première chose. Ouais. Et certaines personnes, justement, à cette époque, n'ont pas été lucides. Et ça a donné ça. Et ça a donné ça. C'est pour ça qu'il faut être lucide. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est pour ça qu'il faut être lucide, comme je le disais tout à l'heure, sur la question, la différence entre ce que j'appelle les techniciens, les spécialistes du savoir, qui ont un rôle dans la société, mais qui n'ont pas le même rôle que joue l'intellectuel. Alors profitons-en pour rendre hommage. Alors vous rendez hommage, parce que vous dites, là c'est des techniciens, mais vous rendez hommage au travail des enseignants, entre guillemets, nationalistes de l'AMEP. Là vous dites, ces gens-là ont dans leur entourage
prolétaire, parce que c'était sur ce qu'on appelait le quartier de Sainte-Thérèse, autour de l'avenue, ce qui est l'avenue Maurice Bishop. C'est là qu'ils se sont installés au tout début. Vous disiez, ils ont sorti des jeunes de cette espèce de spirale de la pauvreté, de la violence, etc. Oui, et nous le faisions, parce que j'y étais. Ouais, vous y étiez avec Jean-Louis Fonsa. Plein de gens, Daniel Marceline, etc. Ouais. Nous le faisions gratuitement. Ouais, bénévolement, tout à fait. C'était vraiment... Nous avons commencé, parce qu'il faut lui dire une chose aussi, et c'est ça qui m'a projeté aussi par rapport à tout ce qu'il y avait à faire dans ce pays. J'ai été président de l'AGEM, Association Générale des étudiants martiniquais. Et, à la gauche de la gauche. Oui. Et quand nous venions à la Martinique en vacances, nous nous mettions à la disposition des enfants des déshérités. Ouais. Et nous étions à Volga. D'ailleurs, c'est l'une des rares, parce que c'est quelqu'un pour lequel j'avais beaucoup d'estime et qui avait aussi beaucoup d'estime pour moi, et l'un des rares conflits que j'ai eu avec Camille Darcière. Ouais. Tout simplement parce que on lui avait demandé une salle qui existait donc à Volga, si nous pouvions disposer pour donner donc des cours aux enfants. Parce que nous étions une vingtaine d'étudiants disposés comme ça à donner des cours à ces enfants de Volga. Et je vais vous dire pourquoi Darcière est entré en colère. Et en fait, nous étions tellement pressés que nous avons organisé ça, bref, et nous étions actifs. Mais là, les gens nous disent, mais c'est extraordinaire. Et quand Darcière a dit, mais comment, vous n'avez pas attendu que je vous donne le feu vert, etc. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas content. Les gens, à ce moment-là, se sont un peu révoltés. Contre l'establishment. Voilà. Et donc, je comprenais très bien, je lui ai dit, on s'est excusé, on a dit, mais non, on pensait que c'était le feu vert avait été donné, mais c'était ça que nous faisions. Et c'était un point de départ. Est-ce que ça peut être une solution? Alors, je vais aussi faire une petite citation d'un de mes amis, je ne vais pas citer son nom, mais il dit « Dites-moi ce qu'ont vu vos enfants, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont mangé, et je vous dirai la société de demain. » Oui, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que les parents ont donné comme exemple à leurs gosses pour qu'on en arrive là? C'est aussi vrai, non? Mais le problème, c'est très clair. Hein. C'est cyclique. Nous avons décrit ça, c'est cyclique. Vous savez que dans les maisons disons de correction, je ne sais plus comment on les appelle maintenant, de redressement, que sais-je, etc. Coercitif. Vous savez que les enfants de ceux qui y étaient, ils viennent. Ouais. Et c'est de génération en génération. Il y a une espèce de réplication, déterminisme. Oui, tout à fait. Et c'est tout simplement parce que la socialisation n'est pas faite. Ouais. Quand vous avez des familles qui se lèvent le matin, qui n'ont pas de... Qui ne vont pas au travail. Qui ne vont pas au travail et qui commencent leur matinée en regardant des séries, des telenovelas, et bien évidemment, bien entendu... Ça va se... Et les enfants ont ça. Bien sûr. Il y a, bien entendu, il y a là projeté une image et que considérer comme finalement une banalité. Alors, il y a un élément toujours dans cette analyse des mots, parce que c'est bien ça. Il y a quand même une petite étoile qui, pour vous, n'est pas vraiment une étoile, n'est pas vraiment une bonne nouvelle. C'est la fête, c'est notre rapport à l'effervescence. Alors, vous dites le plaisir, l'oubli, l'effervescence collective à saisir avant que ne vienne la mort. Alors, sur la fête, je ne suis pas du tout critique. Hein. Oh, non, j'ai pas dit que vous êtes critique. Vous dites, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Oui, non, parce que nous, je dis nous parce qu'avec en particulier des amis, nous avons beaucoup travaillé sur le carnaval, ouais. Et je sais ce que vaut le carnaval. Le carnaval est quelque chose d'extrêmement important. Si on supprime ça, on supprime beaucoup de choses. Et puis aussi, j'ai un caractère festif. Hein. Comme beaucoup d'entre nous. Oui. Mais ce qu'il ne faut pas, ouais. Si vous voulez, c'est que les gens considèrent que... Parce que
c'est quelque chose d'ininterrompu. Non. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Oui, c'est-à-dire... Parce que vous dites, cette fête est présente toute l'année. Tout à fait. Et elle constitue pour les jeunes, notamment dans les groupes défavorisés, un véritable investissement social. Oui. Qui permet de combler les lacunes de la vie. Ça ne vaut pas que pour eux, ça vaut pour toute la société. Ça vaut pour toute la société. Mais Absolument. vous dites que ça, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je veux vous en parler, vous dites que ça, ce n'est que l'expression, finalement, d'une amertume générale. Oui, bien sûr. Parce que dans d'autres pays, il n'y a pas cette fête continuelle. Parce que nous, d'habitude, on joue le jeu, on dit, bon, ça commence en janvier, ça finit en décembre. Quoi. Oui, et c'est tout ce à que vous fait. dites. Chaque fois qu'on en a l'occasion, on fait la fête. Mais est-ce que cette fête n'est pas le signe d'une société, là encore on y revient, qui est malade? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que la fête est intégrée comme une activité qui est absolument indispensable. Or elle n'est pas indispensable continuellement. Ouais. Et la fête, au contraire, c'est le moment où on se dit la chose est permise. D'accord. En fait, on a mis les choses à l'envers. En fait, oui, on met les choses à l'envers. Tout à fait, tout à fait. C'est pas la fête. La fête n'est pas un moment perpétuel. C'est un moment et qui est comme un fragment qui est bien significatif parce que justement, c'est un peu la phrase qui est connue et qui est dite après l'effort, le réconfort. Ouais, voilà, ça vient scander, et ça vient scander une étape de travail, de labeur, etc. Mais chez nous, c'est pas le cas. Alors moi, j'aime bien vous citer, je dis que vous êtes un poète, vous citez Georges Bataille qui exprime par des mots cette notion de fête, qui dit la possibilité d'une même ivresse, d'un même vertige, d'une même volupté. Et en fait, c'est cette notion, c'est un des rares moments, en fait, où cette société fait corps, où c'est collectif. Oui. Mais vous dites, attention, quand un truc collectif qui est de l'ordre de l'ivresse, du vertige et de la volupté se transforme potentiellement en acte agressif, tout peut basculer. Oui, bien sûr. Mais donc en fait, est-ce qu'on doit avoir peur même de la fête? Vous vous rendez compte? Non, je pense que ce qu'il faut craindre, si vous voulez, c'est qu'un individu se mette dans la tête que la vie, c'est la fête. Non, la fête... Je pense que c'est le slogan local, non? La fête, c'est la vie à certains moments. Ouais. Mais la vie n'est pas faite que de ça. Si vous apprenez ça à vos enfants, la vie, c'est la fête, alors là, bon... Mais est-ce que toute une génération... j'allais dire la troisième génération des gens qui ont été libérés, et on va parler de cette notion d'esclavage, etc. Est-ce que cette troisième génération qui a appris à ses enfants qu'enfin on pouvait vivre dignement sans avoir à avoir peur et avoir honte, est-ce qu'elle n'a pas finalement causé tous les désagréments que nous vivons aujourd'hui? Le problème est ce qu'il faut comprendre, c'est que tout individu reçoit ce qu'on appelle une éducation. Ouais, la fameuse éducation. Mais plus important encore, la socialisation. Ouais. Et si vous socialisez si vous socialisez pas du tout, vous avez l'enfant du Périgord là qu'on a retrouvé et qui tétait le loup, etc. Ouais. Ça, c'est l'extrême. Si vous ne lui apprenez pas un certain nombre de gestes qui correspondent à une correction, c'est-à-dire à une éducation, eh bien, là aussi, il y a quelque chose qui lui manquera. Ouais. Et c'est comme ça toute la vie. Comme ça toute la vie. Donc, en fait, c'est quand même le signe d'un échec. Parce que les choses dont vous décrivez, on ne va pas aller aux extrêmes, mais ce que vous avez décrit dans le comportement de nos jeunes, dans le comportement des moins jeunes, c'est l'échec d'une transmission. Oui, tout à fait. C'est l'échec d'une transmission. Comment on fait pour réparer ça? On oublie ceux qui sont défaillants et on travaille sur les jeunes. Oui, et puis aussi, on encadre. Ouais. On encadre. Mais on encadre des jeunes. Et on encadre les jeunes. Bon, oui. les plus vieux, c'est fini, c'est raté. Non. Ce que je veux dire, c'est on encadre les jeunes. Et effectivement, mais vous savez, dans la trajectoire de quelqu'un, il y a aussi toujours un moment de sagesse. Ouais. Et quand vous parlez des plus vieux, là, ils se disent
il se calme, quoi. Ça va se calmer. Mais oui. Fatalement, biologiquement. Alors, j'ai envie de vous embêter un tout petit peu, à la fois parce que vous êtes quelqu'un qui a de l'humour, et puis ensuite vous êtes un sage. Vous n'avez pas toujours été, hein. C'est clair. Tout début, non. Pour vous interroger sur le chemin que nous ont indiqué, ou les chemins que nous ont indiqués les pères fondateurs de ce peuple, de cette société moderne que nous avons aussi, que sont Césaire, Fanon et Glissant. J'ai bien l'impression, sauf si je caricature à gros traits volontairement, mais je ne le ferai pas, plus sincèrement, j'ai l'impression que c'est trois chemins complètement différents. Césaire nous dit, vous me corrigez, hein, parce que vous êtes un spécialiste à la matière, Césaire nous dit, nous devons être fiers d'être noirs. Nous n'avons pas à avoir honte d'être noirs. Et il crée cette espèce de rapport de force entre le blanc, colonisateur, capitaliste, etc., et le noir. Glissant nous dit, non, moi je ne vais pas aller vers cette hypothèse-là, je préfère m'ouvrir, je caricature forcément, m'ouvrir au monde, le fameux tout monde. Alors vous lui dites, bon, Glissant, tout monde, c'est pas toi, c'est des gens avant toi, notamment 1888, 1970 avec le sociologue jamaïcain. Et puis il y en a un troisième qui est Fanon qui dit, monsieur, moi je ne suis ni noir ni blanc, je suis d'abord un être humain et je veux que vous me respectiez en tant qu'être humain. Mais ça a des conséquences. Les conséquences sont sévères. Alors, j'aimerais d'abord vous entendre sur ça, parce que ça, qu'on le veuille ou non, ça a pour nous une importance fondamentale. Oui. Mais que vous expliquiez aux gens pourquoi, enfin, à la dame qui habite Reculé-Sainte-Marie ou sur les hauteurs du Vauclin, pourquoi c'est important. Oui. Alors, je vais en profiter pour mettre quelque chose au point. J'ai été proche de deux personnes auxquelles je voudrais rendre hommage. D'abord, René Ménil. Oui. Et deuxièmement, à René Ménil, mais dans une amitié vraiment extraordinaire. C'est moi qui ai prononcé le discours donc, au moment de sa mort. Et deuxièmement, Aimé Césaire. René, c'était l'amitié, et Aimé Césaire, c'était l'affection. Et d'ailleurs, je me rappellerai toujours quand je quitte le bureau de Césaire, on se dit au revoir, etc. Et puis il m'appelle et puis il me dit, André, viens que je t'embrasse. Ouais. Et donc, voilà, ces deux personnes-là m'ont appris deux choses. La sagesse et également la détermination. Il faut être absolument déterminé si l'on veut apporter quelque chose à cette société. Ils sont, vous savez, et j'aborde là une chose que je tiens à dire. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot nègre. Et ce sont eux qui m'ont appris justement à aimer ce mot-là. Césaire dit, le mot nègre sortit tout armé du hurlement d'une fleur vénéneuse. Car oui, quand on parle du nègre, il y a un côté vénéneux. Tout à fait. Bon, sale nègre, vénéneux. Et René Ménil, en quelque sorte, c'est moi qui lui fais répondre à Césaire, ajouter, compléter Césaire. Et René Ménil dit, nous ramassions des injures pour en faire des diamants. Et donc, cette injure-là, sale nègre ou nègre, etc., me permet d'être tout à fait à l'aise avec justement ce mot nègre. Ouais. Bon. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et bien entendu, ça concerne la négritude. Ouais. Et la négritude, qu'est-ce que c'est ? C'est, au fond, dire, comme le chanteur, je suis noir et je suis fier. Mais c'est aussi dire, comme Fanon, je voudrais apporter quelque chose au monde et on me tient dans la posture de l'infirme.
Et ça c'est, si vous voulez, c'est complémentaire. C'est-à-dire que ce que dit Fanon, c'est que je ne vais pas rester là comme un infirme, c'est pas mon genre. Hein. Moi, je suis un guerrier. Et Césaire, dans l'hommage qu'il fait à Fanon, l'appelle guerrier silex. Et le silex, ça coupe, hein, ça tranche, le silex. Et donc, par conséquent, je crois qu'il y a une... et d'ailleurs, ils ont toujours été... Fanon était un admirateur considérable de Césaire, même si il était critique par rapport à ce qui se faisait pendant la guerre d'Algérie en Martinique. Et ils se sont croisés une fois à Rome, et Césaire dit à Fanon, « Bravo Fanon pour ce que vous faites ». Et Fanon, ironiquement, lui répond, « Mais vous savez, monsieur Césaire, il y a encore de la place, hein, pour d'autres. » Et donc, vous voyez, ce sont deux générations. Oui. Je tiens à dire une chose, parce que les gens écrivent n'importe quoi, Césaire n'a jamais été le professeur de Fanon. En revanche, Fanon a toujours admiré Césaire, sa poésie en particulier, etc. Et donc, par conséquent, ils sont vraiment complémentaires. Vous dites complémentaires, mais j'aimerais quand même vous citer. Parce qu'en fait, le débat, il est là. Parce que vous dites, Fanon a fertilisé à un niveau jamais atteint la connaissance du monde colonial. Tout à fait. Parce qu'il y était incorporé à la limite. Tout à fait. Il était même médecin dans une colonie. Tout à fait. Okay. Mais vous dites la chose suivante, son introspection de ce monde intelligente et sensible est éminemment précieuse. Donc, vous dites, ils sont complémentaires, mais on aborde un chapitre qui va peut-être nous permettre d'expliquer ce qui se passe. Vous dites, une des idées fondamentales de Fanon est de ne jamais être en état de créance ou de débit vis-à-vis de l'histoire. Absolument. Et c'est là qu'il y a une vraie différence entre Fanon et Césaire, et évidemment encore plus par rapport à Glissant. Il dit la chose suivante, « Je ne suis pas prisonnier de l'histoire, je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée. Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères. Je n'ai ni le droit ni le devoir d'exiger réparation pour mes ancêtres domestiqués. » Tout à fait. C'est lourd. Ça, c'est la conclusion de Peau noire, masque blanc. Masque blanc. Alors, vous comprendrez que je fais la liaison entre Peau noire, masque blanc et les Antilles, les paroles, les visages et les masques. Bien sûr. Votre dernier ouvrage. Tout à fait. Bon, on va faire le lien. Il va plus loin. Je me découvre, moi homme, dans un monde où les mots se frangent de silence, dans un monde où l'autre interminablement se durcit. Donc il parle de celui qui est en face de lui. Le colonial. Le colon ou le blanc. Non, je n'ai pas le droit de venir et de crier ma haine du blanc. Je n'ai pas le devoir de murmurer ma reconnaissance au blanc, donc ni l'un ni l'autre. Il y a ma vie prise au lasso de l'existence. Il y a ma liberté qui me renvoie à moi-même. Non, je n'ai pas le droit d'être noir. Oui. C'est immense ce truc-là. Oui, oui. Il dit, c'est vous qui m'avez désigné comme noir et qui vous me mettez dans la case noire. Moi, je ne suis pas noir, monsieur. Je suis un être humain. Oui. Or, Césaire lui dit, j'accepte. Lui, il dit le contraire. Il dit, j'accepte ma condition de noir et d'ailleurs, j'en fais ma fierté. Oui, tout à fait. Alors, mais ça n'est pas contradictoire. Non, mais moi, je pense aux jeunes qui nous écoutent. Oui, bien sûr. Et qui, certains disent, mais je ne comprends pas pourquoi on me parle de noir. Et puis d'autres qui disent, nous devons absolument revendiquer notre négritude. Mais le combat continue, entre guillemets. En fait, le dialogue continue. Le dialogue continue, et j'ai ajouté quelque chose tout à l'heure, que ces deux hommes, Ménil et Césaire, m'ont fait aimer le mot nègre. C'est ça la chose, parce que... C'est terrible quand même. Oui, mais... Quelque chose qui est profondément insultant. Ah non. Au tout début. Dans la bouche du blanc, on est bien d'accord que le mot nègre, aux États-Unis, nigger, c'est l'insulte suprême. Bien sûr. Bon. Mais faisons-en un diamant. Comme dit Ménil. Comme disait Ménil. Faisons-en un diamant. Parce que justement, et je vous prends l'exemple des sœurs Nardal, quand les nègres américains étaient là, c'était des nègres. Quand les nègres martiniquais, et en plus Césaire venait avec Senghor, c'était des nègres. Quand les Haïtiens étaient là, c'était des nègres. Et donc, autrement dit,
Et on peut considérer que c'est cela qui... Et la revue s'appelait la revue du Monde Noir. Ouais, du Monde Noir. Et n'oubliez pas une chose, Césaire a créé donc un petit journal et il a dit justement qu'au lieu d'utiliser le mot noir, c'était l'étudiant noir, je voulais mettre l'étudiant nègre. C'est en même temps une réponse, si vous voulez, au racisme. Parce que c'est très subtil, en fait. Parce que alors, parlons-en. Mettons ça sur la table. Rouge, vert, noir, aujourd'hui. Vous dites, ces gens ont autre chose à dire et c'est le signal de quelque chose de beaucoup plus dramatique que ce qui est traité par les médias. Oui. Et puis, en même temps, vous dénoncez, et ça c'est sévère, vous dénoncez l'emphase historique des médias. Vous dites que les médias tombent dans l'emphase historique. Ça y est, on reconstruit l'histoire, on part dans tous les sens. Oui, en fait, les médias... Non, ce que je dis surtout, bon, ça peut être sévère peut-être, mais ce que je dis surtout, c'est qu'ils n'ont pas compris le discours de ces jeunes gens-là. Oui. Ils n'ont pas compris le discours. Puisqu'ils déboulonnent, les médias croient que la question la plus importante maintenant, c'est la question de notre histoire. Mais non, c'est la question de ce que nous sommes aujourd'hui. La question, par exemple, par rapport au déboulonnage, c'est pourquoi il n'y a pas une statue, un buste. Je vous signale d'ailleurs que l'un des rares bustes de Césaire qui existent, c'est moi qui l'ai conçu dans l'idée. Et il a été réalisé par un jeune sculpteur, un des meilleurs, qui habite Toulouse et que je suis allé voir dans son cabinet de travail et je lui ai demandé, il a fait quelque chose d'absolument extraordinaire et c'est à Basse-Pointe et c'est devant la mairie de Basse-Pointe. Donc ces jeunes gens-là disent, mais pourquoi justement nous n'avons pas nos héros Romain, et tout ce qu'on peut trouver et donc voilà, c'est ça qu'ils disent. Mais ils ne parlent pas du passé, ils parlent d'aujourd'hui. Ils disent pourquoi Joséphine est encore là. Joséphine n'est pas encore là hier. Mais vous allez beaucoup plus loin que les jeunes. Et ils vont, eux, jusqu'à dire, mais quelle responsabilité ceux qui ont justement été nos colons, quelle responsabilité ils ont, parce que finalement, la question du chlordécone, c'est une question d'aujourd'hui. Oui, vous citez le chlordécone, mais vous citez bien d'autres choses. Hein. Oui. Vous appelez ça les miasmes. Oui, tout à fait. Alors, vous les avez cités. Oui, je les ai cités tout à l'heure. Le chlordécone, la corruption, le sentiment d'injustice, l'insécurité. Bien sûr, les quatre piliers. Ils ne supportent pas ça. Ouais. Mais est-ce que vous n'auriez pas envie de leur conseiller de s'intéresser davantage à ça? Mais c'est que le dialogue, je vous disais tout à l'heure, en fait, on a eu un truc qui s'est un peu raté, parce que sur une radio, il était prévu un dialogue et qui n'a pas pu avoir lieu pour des raisons techniques. Ouais. Et ce n'est que quand ils sont rentrés chez eux que finalement ils m'ont appelé et qu'on a dialogué un petit peu, quoi. D'accord. Mais là, il y a matière à dialoguer. Il y a matière, bien sûr, il y a matière. Et ce que je crains, il faut bien le dire aussi, c'est que si nous ne résolvons pas ces problèmes, si vous voulez, la colère sera toujours là. Ouais. La colère sera toujours là. Et comme dit mon ami, le poète, chez nous, les colères grossissent comme des rivières et éclatent comme des soufrières. Et ça, je ne veux pas de ça. Ouais. Je ne voudrais pas qu'il y ait des morts, vous comprenez, et des faits extrêmement graves que nous avons quittés depuis 1974, il faut bien le dire. Mais on a bien l'impression que tout ça est extrêmement complexe. Enfin, le mot complexité, vous l'employez vous aussi de manière régulière pour dire que les choses ne sont pas aussi simples, aussi caricaturales. Alors, je vais quand même vous embêter un peu. Vous êtes comme moi un admirateur de Césaire, et j'ai trouvé un petit moment qui est un peu délicat. Et vous faisiez référence au fait que Fanon n'a pas été au lycée Schellcher à l'époque 39-45, les élèves de Césaire. Alors, notre ami, de manière générale, les gens qui ont été des rédacteurs de l'Historial antillais, et notamment notre ami Camille Chauvet,
fait un témoignage sur d'Aimé Césaire lors du procès de l'amiral Robert. Alors, je vais vous lire ça parce que j'ai envie que vous sachiez un peu ce qu'un certain nombre de gens mettent dans la complexité en disant ça, tout n'a pas toujours été évident et facile. Donc Césaire fait un portrait calamiteux de la gouvernance de l'amiral Césaire. Je vais vous citer 2 phrases. Le règne de l'amiral Robert fut épouvantable. Il a exercé dans l'île une véritable dictature dans toute l'acception du mot. Ok, je m'arrête là. Et son avocat qui s'appelle, l'avocat de l'amiral Robert, qui s'appelle Monsieur Guin, lui dit, et Césaire est brillant, il lui dit: j'ai sous les yeux un journal martiniquais qui s'appelle Le Clairon, où l'on a publié un poème intitulé Chant clos. Si le régime était si mauvais, le poète ne l'eût pas dédié à l'amiral Robert. Et Césaire répond: bien que je ne sois pas très expert en langue française, il suffit d'examiner la facture de ces vers pour en juger. Boum. Et là, Guin lui dit: mais vous aussi, vous êtes directeur d'une revue culturelle intitulée Tropique, et vous comprendrez pourquoi je vous parle de cet extrait-là. Et Césaire lui dit oui, et il lui dit: mais vous avez dédié un numéro à l'amiral Robert. Terrible. Mais la réponse de Césaire est excellente. Là c'est un coup sous la ceinture. Hein. Et effectivement, il y a un numéro de Tropique, l'un des premiers, qui est dédié à l'amiral Robert. Et Césaire lui dit: c'est indéniable, mais alors l'amiral n'asservissait pas la pensée. Et donc, même au cœur de la dictature, il y a eu des moments... et donc, Tropique, vous en faites le cœur même de votre admiration, à la fois pour Césaire et puis pour les intellectuels et les revues. Oui, parce que je pense que c'est l'une des revues, surtout pour l'époque, qui était la plus extraordinaire. D'abord, la qualité de la poésie. Et pas seulement celle de Césaire. Ce que je citais tout à l'heure de René Ménil, c'est dans Tropique qu'il a écrit ce vers-là. Et puis tous les gens apportaient leur connaissance en histoire, en botanique, tout à fait, par exemple. Et c'est paradoxal, c'est au cœur d'une période noire. Oui, et en plus, il y avait des relations aussi avec la Caraïbe. Tout à fait. Il y a notamment un conte cubain. Oui, parce qu'il y a un sculpteur cubain qui est venu, on va pas raconter toute l'histoire avec Breton, etc. Bien sûr, mais c'était Wilfried Lam qui est venu. Exactement. Donc, ils ont d'ailleurs été enfermés au lazaret. Exactement. Et Lam a offert un maximum de toiles un peu plus tard à Chamoiseau, à Glissant, pour aller dans un musée. Alors non, c'est vraiment un moment de comment dirais-je. Moi, chaque fois que je pense à Tropique, je dis Tropique, la braise qui danse. Oui. Et la braise est belle, mais en plus, elle danse, elle pétille. C'est pour ça que je résume ça comme ça, à ma manière, peut-être un peu poétique, mais... En fait, très poétique. Oui, et c'est ce qu'on aime chez vous, ce mélange de la littérature pure et dure, les essais et la langue. La langue, d'ailleurs, il y a un certain nombre de critiques qui disent que dans votre dernier bouquin, donc on va le voir encore à l'écran, Antilles, les paroles, les visages et les masques, il y a cette mutation de la littérature vers la poésie. Oui. Et c'est très beau. Oui, mais alors, ça me permet de mettre une chose au point. Parce que l'un des reproches que je fais à Glissant, et j'arrive à la 4e personne donc, qui a été nommée, Glissant, c'est justement que j'espère ne pas être tombé dans ce piège. Et au fond de moi-même, je suis persuadé que je ne suis pas tombé, puisque je lui fais la critique. C'est que Glissant pour faire passer un certain nombre d'idées, il a un procédé qui est de esthétique. Oui. C'est-à-dire que c'est une très belle plume, Glissant. Très, très belle plume. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais là, vous restez vigilant. Non. Moi, je suis critique vis-à-vis de lui. Ouais. Quand Glissant nous parle de migrants nus, je me dis, mais enfin, c'est une sottise. Mais d'ailleurs, lui-même dit que quand il est allé à la Jamaïque, les intellectuels jamaïcains lui sont entrés dedans. Lui ont dit, tout à fait. On lui dit, mais qu'est-ce que vous racontez là? Migrant nu, ça voudrait dire que le migrant est venu sans rien dans sa tête
Et d'où est venu le vaudou alors? D'où sont venues les pratiques de la santeria, les langues, la langue africaine est présente, les mots, etc. Et tout. Donc, la médecine. Là, je suis extrêmement critique. Alors, il y a des gens qui, peut-être même pas glissants, qui me disent « Ah, M. Lucrèce, là, vous lui avez vraiment donné une sacrée calotte. Hein. » Et je dis à ces gens-là, je leur réponds en général, est-ce que vous avez lu ce que je dis de la poésie de Glissant dans le même livre? Parce que je trouve que Glissant est un grand poète. Et dans ce même livre, donc celui qu'on vient de voir, que vous venez de citer, Les paroles, les visages et les masques, je fais un hommage à la poésie de Glissant. C'est pour vous dire que c'est pas les hommes qui sont les idées. Ce sont des idées. Et les concepts. Et ce sont des textes aussi. Ce sont des textes. Et moi, je me tiens à ça. Très bien. Alors, on a quand même fait un vaste tour d'horizon. Ah oui, alors quelques petites précisions. Ce que j'ai cité est issu chez vous d'un texte qui s'appelle « Diffraction du temps et tension au sein de la société martiniquaise ». On peut le retrouver sur le net. Ce que j'ai cité, Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon, mais c'est issu, je dois leur rendre quand même hommage, à Justice numéro du 10 septembre 2020, donc récent. Et puis, le sociologue jamaïcain dont je parlais tout à l'heure s'appelle Orlando Patterson. Ah oui, Orlando Patterson, c'est pas le père du concept. Non, le père, c'est un anthropologue de 4 phages. 4 phages. Voilà. Mais Orlando Patterson a enrichi la notion de créolisation. Tout à fait. Très bien. Alors, on passe à nos bouquins. Alors, évidemment, le premier... Alors, je rappelle que tous ces livres sont vendus, commercialisés par la Librairie Antillaise, qui est notre partenaire et qui nous offre la possibilité de les lire et de vous les chroniquer. Donc, on va commencer par le vôtre. Jetez-vous dessus. Hein. Antilles, les paroles, les visages et les masques. Moi, la partie que j'ai préférée, c'est la partie sur l'identité, sur la question, la problématique identitaire, et c'est fondamental. Comment la production culturelle peut forger des sociétés. Et il n'y a pas que la Martinique, il y a la Guadeloupe, il y a Haïti, etc. Sûr, donc, absolument. Allez-y. Alors ensuite... si vous voulez retomber de vos nuages et retomber sur la réalité de l'histoire, de ce qui constitue une des composantes majeures de notre société, c'est l'histoire du sucre. Ah oui. C'est bien ça, l'esclavage, c'est d'abord le sucre. Ah oui, okay, la canne et le sucre. Donc, histoire du sucre, histoire du monde, de James Walvin. Donc, j'ai pas trop le temps parce qu'on a quand même bien épuisé le temps qui nous... Édition La Découverte. Édition La Découverte. Il est en vente à la Librairie Antillaise. Alors, le bouquin qui fait controverse, hein, c'est Toussaint l'ouverture de Sudhir Hazari Singh. Alors, il vient en contrepoint du Toussaint l'ouverture d'Aimé Césaire. Tout à fait. Voilà. Mais là, c'est une version, on va dire, romaine, impérator de Toussaint l'ouverture, où son caractère, le caractère impitoyable de certaines de ses décisions sont mises en exergue, mais il faut le lire. Black Spartacus, certains disent que c'était pas un Spartacus. Absolument. Et puis c'est contradiction aussi. Exactement. Mais bon, c'est ça nos sociétés caribéennes. Bien sûr. Puisque Toussaint l'ouverture a été au cœur du système esclavagiste, quand on me le rappelle. Alors c'est un ancien esclave. Bien sûr. Écologie décoloniale. Alors là, c'est un petit génie de la littérature en devenir qui s'appelle Malcolm Ferdinand, qui est le fils d'Alex Ferdinand, tout à fait. Qui est un nationaliste pur et dur que j'aurai l'occasion d'inviter. Oui. Lisez ça parce que c'est une lecture de l'écologie qui est très novatrice et qui permet de mieux comprendre ce que nous sommes. C'était quand même assez surprenant de passer par le prisme de l'écologie, mais il y a des choses très intéressantes. Alors, Olivier Jean-Marie est un habitué de mes chroniques. Il vient de sortir un petit bouquin qui s'appelle « Qui rôle-nous ? À la recherche de la raison d'être de la Martinique ».
en vente en librairie également. Intéressant parce qu'il y a des idées qui heurtent, je dirais, la bonne conscience martiniquaise, la bonne conscience politique et bourgeoise martiniquaise. Il sort juste après les élections municipales, les mémentos des élections municipales, donc en Guadeloupe et en Martinique, et on en profite pour vous dire qu'il a sorti toute une série de mémentos que vous voyez à l'écran sur une double décennie, une décennie plutôt, 2007-2017, sur les élections en Martinique. Ça, c'était la partie sérieuse. La partie moins sérieuse, mais tout aussi authentique, c'est la partie liée au polar. Donc, on est sur une niche de marché. Alors, Michael Connelly, le poète. Alors, si vous ne lisez qu'une seule chose de Michael Connelly, c'est le poète, c'est le roman culte par excellence. Il sort de ses chroniques avec Harry Bosch de Los Angeles, et là, il va sur les traces d'un serial killer qui met en question toutes les questions existentielles et fondamentales et sociales des États-Unis, et on est en pleine actualité. Toujours les États-Unis, la mécanique de la chute, ça c'est fabuleux. Quand l'argent fait le malheur, ça ressemble beaucoup à des films que vous avez déjà dû voir, où un géant de la finance dégringole et redevient un simple citoyen, et c'est extrêmement intéressant. Alors, Retrouver l'enfant de Rendenfeld, vous avez adoré, donc je vous ai pris le suivant, ça s'appelle La fille au papillon. Les gens un peu fragiles s'abstenir. Voilà. André Lucrèce, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir expliqué les choses. Oui. Et merci pour votre combat qui dure depuis maintenant beaucoup d'années pour une meilleure compréhension, un meilleur décryptage des complexités de notre société. Je vais quand même me citer, on va déborder un tout petit peu. Civilisé et énergumène de l'enseignement aux Antilles, Saint John Perse, une lecture, Société et modernité, Souffrance et jouissance aux Antilles, celui-là c'est mon préféré, Conversation avec ceux de Tropique, on l'a évoqué, Martinique d'antan, Les Antilles en colère, tout à fait. Après 2009, oui. Avec Thierry Létang et Louis-Félix Osier-Lafontaine. D'ailleurs, Thierry Létang vous aide beaucoup sur les cahiers du patrimoine. Ah oui, oui, il faut le rappeler. Oui, le dernier qui est sorti est d'actualité. Tout à fait. Allez-y. Cyclone, épidémie, catastrophe naturelle et humaine. Très bien. Si vous n'avez pas compris le lien avec notre période actuelle, c'est que vous devez revisiter votre culture. Frantz Fanon et les Antilles. Oui. On a parlé de Frantz Fanon. Aimé Césaire, liturgie et poésie charnelle. Et puis, un petit bijou quand même, si vous voulez, vous qui adorez l'histoire, la Martinique à travers la carte postale ancienne. Et puis un roman. Ça, oui. Ce soir, on est passé à côté, mais on y reviendra à La sainteté du monde. Ah oui. Lisez ça parce que vous découvrirez qui est le vrai André Lucrèce. André Lucrèce, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci à vous, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.